Je tenais une tasse de café quand ma fille Marianne a décidé de m'enterrer vivante. Pas avec de la terre, pas avec de la violence physique, mais avec une phrase si précise qu'elle a transpercé ma poitrine comme une lame glacée et m'a laissé là, debout, dans le salon de la maison de Colette Masson, à Lille, respirant mais complètement morte à l'intérieur. La tasse a tremblé dans ma main, le café encore fumant, et j'ai réalisé que tout ce que j'avais construit durant les 63 dernières années de ma vie venait de s'effondrer en une seule seconde. Marianne était assise sur le canapé en velours bordeaux dont sa belle-mère était si fière d'exhiber, ce meuble trop cher pour qu'un visiteur ordinaire puisse s'y adosser sans permission. Mais ma fille n'était pas une visiteuse ordinaire là-bas. Elle était pratiquement l'héritière choisie, la belle-fille parfaite que Colette modelait à son image depuis son mariage avec Adrien. Je ne faisais que passer pour déposer des documents que Marianne avait demandés en urgence, des papiers d'assurance santé dont elle avait besoin pour je ne sais quelle consultation médicale. J'avais toujours été comme ça, prête à résoudre ses problèmes, à être disponible même quand personne ne me demandait de rester. C'est alors que j'ai entendu la conversation. Colette se plaignait de quelque chose à propos d'une fête de famille que j'étais censée aider à organiser, mais à laquelle personne ne m'avait officiellement invitée. Ma fille a levé les yeux au ciel avec ce geste que je connaissais si bien, cette expression d'impatience qu'elle faisait déjà enfant et qui était maintenant dirigée vers moi. « Maman, il faut que tu comprennes une bonne fois pour toutes, » a dit Marianne avec une froideur que je n'avais jamais entendue auparavant, me regardant directement comme si elle expliquait quelque chose d'évident à une enfant têtue. « La famille de ma belle-mère passera toujours en premier. Tu seras toujours la dernière. » Le silence qui a suivi était si lourd que j'ai pu entendre l'horloge ancienne au mur marquer les secondes, un tic-tac monotone qui semblait résonner à l'intérieur de mon propre cœur brisé. Adrien, mon gendre, était assis à côté d'elle, et quand je l'ai regardé en espérant une réaction, un signe de malaise ou de désaccord, tout ce que j'ai reçu fut un hochement de tête silencieux d'approbation, comme s'il acquiesçait à une décision commerciale quelconque. Colette a souri légèrement, satisfaite, et est retournée feuilleter son magazine de décoration comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Pour eux, ce n'était que la confirmation d'une vérité établie depuis longtemps. Pour moi, c'était la fin de tout. J'aurais pu crier, j'aurais pu pleurer, j'aurais pu jeter cette tasse par terre et exiger du respect. Mais je n'ai rien fait de tout cela. J'ai simplement avalé la douleur sèche qui montait dans ma gorge. J'ai posé la tasse sur la table basse avec une délicatesse dont j'ignorais moi-même la provenance, et j'ai répondu avec un calme qui m'a surprise moi-même. Bon à savoir. 2 mots. C'est tout ce qui est sorti de ma bouche. 2 mots qui portaient tout le poids de ma dignité brisée, mais que j'ai prononcés avec la sérénité de quelqu'un qui venait de prendre la décision la plus importante de sa vie. Je suis sortie de cette maison sans me retourner, sans dire au revoir, sans leur donner le plaisir de me voir m'effondrer. Le froid de novembre à Lille coupait mon visage, tandis que je marchais dans les rues étroites du quartier, mais je le sentais à peine. Mon esprit était ailleurs, revisitant chaque sacrifice que j'avais fait pour Marianne, chaque fois que j'avais mis mes propres rêves de côté pour m'assurer qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Je me suis souvenu de quand j'avais travaillé des nuits entières comme couturière pour payer son université, de quand j'avais vendu les bijoux que ma mère m'avait laissés pour couvrir les dépenses du mariage dont elle rêvait tant. Je me suis rappelé de chaque étreinte, de chaque conseil, de chaque promesse que j'avais faite d'être toujours à ses côtés, quoi qu'il arrive. Et maintenant, j'étais la dernière. Je le serai toujours. Mais tandis que je marchais dans ces rues que je connaissais depuis l'enfance, quelque chose en moi a commencé à changer. Ce n'était pas une explosion, ce n'était pas une révolte immédiate. C'était plutôt comme une braise qui commence à brûler lentement, mais dont on sait qu'elle va grandir jusqu'à devenir un feu. Parce que cette nuit-là, alors que le vent froid de Lille balayait les feuilles sèches sur les trottoirs et que je continuais seule vers mon petit appartement, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai décidé que si j'étais la dernière dans leur vie, alors eux aussi seraient les derniers à recevoir quoi que ce soit de moi. Et cette décision, je le savais, aurait des conséquences auxquelles aucun d'entre eux n'était préparé. Vous savez, pendant des années j'ai cru qu'être mère signifiait s'effacer complètement, que ma valeur résidait dans mon utilité, dans ma disponibilité, dans l'acceptation de toutes les miettes d'affection qu'on me jetait. Mais cette nuit-là,
quelque chose en moi s'est réveillé. Et ce qui est venu après? Eh bien, je n'imaginais même pas être capable de ce que j'ai fait. Si vous aussi vous vous êtes déjà senti invisible, si vous avez déjà été traité comme si vous n'aviez aucune importance, restez avec moi. Parce que cette histoire ne fait que commencer, et ce qui s'est passé dans les mois suivants a changé non seulement ma vie, mais la vie de chacun d'entre eux. Et peut-être, juste peut-être, vous trouverez ici le courage que j'ai dû trouver moi aussi. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai maintenu ma routine avec une discipline presque militaire, mais intérieurement je construisais quelque chose qu'ils ne verraient jamais venir. J'ai continué à me lever tôt, j'ai continué mes promenades matinales au parc de la Citadelle, j'ai continué à fréquenter la boulangerie du coin, où Madame Beaumont me gardait toujours un croissant tout frais. Mais maintenant, chaque pas que je faisais avait un but différent. Je ne vivais plus en pilote automatique, attendant que ma fille m'appelle ou m'inclue dans un événement familial. Je vivais pour la première fois depuis des décennies pour moi-même. La première chose que j'ai faite a été d'aller à la banque. Monsieur Lefebvre, le directeur qui connaissait ma famille depuis des années, m'a accueilli avec son sourire cordial habituel. Mais j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de différent dans sa façon de me regarder quand j'ai demandé à ouvrir un compte séparé. « Madame Delorme », a-t-il dit prudemment, ajustant ses lunettes sur son nez fin. « Vous êtes sûre? Votre compte joint avec Marianne a toujours si bien fonctionné. » J'ai simplement souri et répondu que j'avais besoin de mieux organiser mes finances personnelles, que c'était une question de planification pour l'avenir. Il n'a pas insisté. Mais j'ai vu dans ses yeux cette compréhension silencieuse de quelqu'un qui a déjà vu de nombreuses histoires familiales se désintégrer entre papier et signature. J'ai tout transféré. Chaque euro que j'avais économisé, chaque centime de ma retraite de couturière, chaque réserve que je gardais pour les urgences, qui finissaient toujours par être leurs urgences, pas les miennes. J'ai annulé l'autorisation que Marianne avait pour gérer mon compte. J'ai changé les mots de passe, mis à jour les contacts, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que mon argent était vraiment le mien. Ce n'était pas beaucoup, je le savais. Ce n'était pas la fortune que Colette exhibait, ni les investissements dont Adrien se vantait tant. Mais c'était à moi, construit avec ma sueur, avec mes mains calleuses à force de coudre, et maintenant c'était protégé. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà ressenti ce soulagement étrange de couper un lien que vous-même aviez passé des années à nouer? Si oui, laissez un commentaire en disant d'où vous regardez. Parfois, on a besoin de savoir qu'on n'est pas seul dans ce voyage de reconquête de sa propre vie. Le deuxième changement a été plus subtil, mais peut-être plus important. Je suis retournée au groupe de lecture de la bibliothèque municipale de Lille, celui que je fréquentais avant que Marianne ne se marie et ne commence à remplir chaque seconde de mon temps libre avec des demandes, des faveurs et des obligations. Les femmes du groupe m'ont accueillie comme si je n'étais jamais partie, avec des étreintes chaleureuses et cette authenticité de ceux qui se soucient vraiment. Madame Rousseau, l'organisatrice, une dame élégante aux cheveux gris, toujours attachés en chignon impeccable, m'a tendu le livre qu'elle lisait ce mois-là, L'éducation sentimentale de Flaubert. « Tu vas aimer, Hélène », a-t-elle dit avec un sourire complice. C'est à propos de gens qui perdent leur temps à aimer ceux qui ne le méritent pas. J'ai commencé à prendre soin de moi de façon que j'avais oublié être possible. J'ai pris des rendez-vous médicaux que je repoussais depuis des années parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus urgent à résoudre dans la vie de Marianne. Je suis retournée à la salle de sport pour seniors au centre communautaire, où je me suis liée d'amitié avec d'autres femmes qui, comme moi, redécouvraient qui elles étaient, au-delà d'être mère, grand-mère et éternelle gardienne. J'ai acheté des vêtements neufs, rien d'extravagant, mais des pièces qui me faisaient me sentir belle et respectée quand je me regardais dans le miroir. Et j'ai établi des limites. Quand Marianne appelait pour me demander de m'occuper de quelque chose pendant qu'elle et Adrien partaient pour un énième week-end à la maison de campagne de Colette, je disais simplement que j'avais d'autres engagements. Je ne mentais pas, je n'inventais pas d'excuses élaborées, je disais juste non. La première fois que j'ai fait ça, j'ai entendu le silence choqué à l'autre bout du fil, comme si j'avais dit quelque chose d'absolument absurde. « Mais maman », a-t-elle insisté avec ce ton de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être contrarié, « ce n'est que quelques heures,
c'est important pour nous. Et moi, avec un calme qui m'a surprise moi-même, j'ai répondu « Je suis sûre que vous trouverez une autre solution. Bon voyage ». Les mois ont passé et quelque chose de curieux s'est produit. Plus je m'éloignais, plus je me sentais légère. Les douleurs dans le dos que j'attribuais à l'âge ont commencé à diminuer. Je me suis remise à bien dormir, sans ce nœud constant à l'estomac qui me réveillait à l'aube. J'ai découvert que j'aimais me réveiller sans avoir à vérifier immédiatement mon téléphone pour voir si Marianne avait besoin de quelque chose. J'ai redécouvert le plaisir de prendre mon petit déjeuner tranquillement, en lisant le journal sans me presser, en planifiant ma journée selon mes propres envies et non selon les besoins des autres. Mais tandis que je m'épanouissais dans mon nouveau silence, de l'autre côté de la ville, dans la grande maison de Colette Masson, les choses commençaient à s'effondrer d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Et moi, qui avais toujours été la première à courir éteindre les incendies des autres, cette fois je me contentais d'observer de loin, attendant de voir jusqu'où le mensonge qu'ils avaient construit pourrait se soutenir tout seul. Mars arrivait à Lille avec cette lumière particulière du printemps nordique, encore timide mais porteuse de promesses. J'étais assise dans mon fauteuil, près de la fenêtre de mon appartement, un livre ouvert sur mes genoux, quand mon téléphone a vibré. C'était un message de Marianne, le premier depuis presque 3 semaines. « Maman, il faut qu'on parle, c'est urgent, demain à 15h chez Colette. » Pas de « s'il te plaît », pas de « est-ce que tu es disponible ?» Juste une convocation sèche comme on en reçoit d'un bureau administratif. J'ai regardé ce message pendant un long moment, sentant cette vieille habitude de culpabilité essayer de refaire surface. Mais cette fois, elle n'a pas trouvé de prise. J'ai simplement répondu « Je verrai si c'est possible » et j'ai continué ma lecture. Le lendemain, j'y suis allée quand même, non pas par obéissance, mais par curiosité. Quelque chose dans le ton de Marianne m'avait intriguée, une nervosité inhabituelle que je reconnaissais pour l'avoir vue grandir. Quand je suis arrivée devant la maison imposante de Colette, avec sa façade en briques rouges typique du vieux Lille et ses fenêtres à meneaux qui reflétèrent le ciel gris, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les volets du premier étage étaient fermés en pleine journée et le jardin, habituellement impeccable, montrait des signes de négligence avec des mauvaises herbes qui commençaient à envahir les bordures. Marianne m'a ouvert la porte avant même que j'aie le temps de sonner, comme si elle m'attendait derrière, guettant mon arrivée. Son visage était marqué par une fatigue que je ne lui connaissais pas. Des cernes sombres sous ses yeux et une pâleur qui contrastait avec le maquillage appliqué peut-être trop hâtivement. « Maman, merci d'être venue. » Elle a dit d'une voix qui cherchait à être normale, mais qui tremblait légèrement. Je ne me souviens pas de la dernière fois où elle m'avait remercié pour quoi que ce soit. Nous sommes entrés dans le salon où Colette était assise dans son fauteuil habituel, mais l'image de puissance qu'elle projetait autrefois s'était considérablement érodée. Elle portait une robe de chambre en plein après-midi, ses cheveux teints en acajou étaient mal coiffés, et elle me regardait avec une expression qui oscillait entre la colère et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la panique. Adrien était là aussi, debout près de la cheminée éteinte, les mains dans les poches de son pantalon chiffonné, évitant soigneusement mon regard. Ce jeune homme qui se pavanait toujours avec une assurance arrogante, parlant fort de ses succès professionnels et de ses relations importantes, ressemblait maintenant à un animal pris au piège. « Hélène !» a commencé Colette en s'éclaircissant la gorge, utilisant mon prénom avec une fausse familiarité qu'elle ne s'était jamais permise auparavant. Nous avons besoin de discuter d'une situation familiale délicate. Le mot « familial » a résonné dans la pièce avec une ironie qui ne m'a pas échappé. Maintenant que j'étais utile, j'étais soudainement redevenue partie de la famille. Ils m'ont expliqué la situation par fragments, chacun ajoutant des détails que les autres omettaient volontairement, construisant ensemble une histoire qui sentait le désespoir à des kilomètres. L'entreprise d'Adrien, cette société de conseil en investissement dont il parlait avec tant de fierté lors des dîners familiaux, était au cœur d'un scandale financier. Des fonds de clients avaient disparu, des investissements promis n'avaient jamais été réalisés. Et maintenant, l'autorité des marchés financiers menait une enquête qui risquait de mener à des poursuites pénales. C'est un malentendu.
répétait Adrien avec une insistance qui trahissait son mensonge. Tout va s'arranger, mais en attendant, nous avons besoin de liquidités pour couvrir certaines irrégularités comptables. Colette a pris le relais, sa voix prenant ce ton mielleux qu'elle réservait au moment où elle voulait manipuler quelqu'un. Tu comprends, Hélène, nous avons toujours été une famille soudée. Dans les moments difficiles, on se serre les coudes. J'ai failli rire en entendant ces mots sortir de sa bouche, elle qui m'avait traitée comme une intruse pendant toutes ces années, qui avait transformé ma propre fille contre moi avec sa toxicité calculée. Marianne était assise sur le canapé, les mains jointes sur ses genoux, regardant le tapis perçant comme si elle espérait y trouver une échappatoire. « Maman », a-t-elle murmuré sans lever les yeux, « nous avons vraiment besoin de ton aide. Il y a des dettes importantes, la maison est hypothéquée, et maintenant avec les frais médicaux de Colette. » C'était la première fois que j'entendais parler de problèmes de santé de Colette. Quels frais médicaux? Ai-je demandé en la regardant directement. Elle a porté une main dramatique à sa poitrine, un geste théâtral qui manquait totalement de crédibilité. Mon cœur, ma chère. Le stress de toute cette situation a aggravé ma condition cardiaque. Les médecins disent que j'ai besoin d'un traitement spécialisé, très coûteux malheureusement. Je l'ai observé pendant quelques secondes, notant l'absence de tout signe physique de faiblesse réelle, la façon dont ses yeux restaient vigilants et calculateurs malgré la fragilité qu'elle prétendait afficher. Il voulait que je paie les dettes d'Adrien, qu'ils utilisent mon petit appartement comme garantie pour un prêt bancaire, que je liquide l'épargne que j'avais construite en travaillant comme costurière pendant 40 ans, ces économies que j'avais protégées pour mes vieux jours, pour ne pas devenir un fardeau pour personne. Colette a sorti une liasse de papiers, des documents déjà préparés qui n'attendaient que ma signature, et les a posés sur la table basse devant moi, comme si c'était une formalité évidente. « Nous avons déjà contacté notre notaire », a dit Adrien, en essayant de reprendre un peu de son assurance habituelle. « Tout est prêt, il suffit que tu signes et nous pourrons régler cette affaire rapidement. » J'ai regardé ces papiers sans les toucher, puis j'ai levé les yeux vers eux, ces 3 personnes qui m'avaient relégué au dernier rang de leurs priorités, et qui maintenant me suppliaient de les sauver. « Combien ?» ai-je demandé simplement. Adrien a échangé un regard nerveux avec Colette avant de répondre « Environ 80 000 €, peut-être un peu plus selon l'évolution de la situation. » C'était presque tout ce que je possédais. Mon appartement, mon épargne, tout ce qui me restait pour vivre dignement mes dernières années. Ils me demandaient de tout sacrifier pour réparer les conséquences de leur cupidité, de leur arrogance, de leurs mensonges. Le silence qui a suivi a été rompu par Marianne, qui s'est levée brusquement, les larmes aux yeux. « Maman, s'il te plaît, je sais que nous n'avons pas été, que j'ai dit des choses. » Sa voix s'est brisée et elle a détourné le regard, incapable de terminer sa phrase. Mais je n'avais pas besoin qu'elle termine. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Et je savais aussi qu'elle n'était pas vraiment désolée de ce qu'elle m'avait fait, seulement désespérée par la situation dans laquelle elle se trouvait maintenant. « Je vais y réfléchir », ai-je dit en me levant, laissant les papiers sur la table. C'est une décision importante qui mérite réflexion. En sortant de cette maison, sous le ciel gris de l'île qui menaçait la pluie, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis cette nuit de novembre. Une clarté absolue. Parce que pendant qu'ils me présentaient leurs demandes désespérées, pendant que Colette jouait la comédie de la malade et qu'Adrien mentait avec l'aplomb d'un escroc professionnel, je pensais à une conversation que j'avais eue 3 jours plus tôt avec Monsieur Lefebvre à la banque. Il m'avait appelé discrètement pour me demander si je connaissais quelque chose à propos d'une demande de prêt personnel faite en utilisant mon nom comme garante. « Madame Delorme », avait-il dit avec prudence. Je ne devrais peut-être pas vous en parler, mais comme je connais votre famille depuis longtemps, j'ai pensé qu'il valait mieux vous prévenir. Votre fille et votre gendre ont tenté d'obtenir un crédit de 60 000 € en utilisant vos biens comme garantie, sans votre signature officielle. La demande a été refusée, évidemment, mais je trouvais important que vous le sachiez. À ce moment-là, dans mon appartement, le téléphone à la main, j'avais senti quelque chose se briser définitivement à l'intérieur de moi. Ils n'avaient pas seulement essayé de me manipuler pour obtenir mon argent. Ils avaient essayé de me voler, de frauder en utilisant mon identité, mon nom, mon patrimoine, comme si je n'étais qu'un outil à leur disposition. Et maintenant, quelques jours plus tard,
Ils étaient là, devant moi, jouant la comédie de la famille unie dans l'adversité, espérant que je serais assez naïve ou assez désespérée pour leur donner volontairement ce qu'ils avaient déjà essayé de prendre illégalement. J'ai demandé à M. Lefebvre de me fournir tous les documents liés à cette tentative de fraude. Et pendant les jours qui ont suivi cette réunion pathétique chez Colette, pendant qu'ils attendaient en ma réponse, en pensant probablement que ma culpabilité de mère finirait par l'emporter, j'ai contacté un avocat. Pas n'importe lequel. Maître Fontaine, une femme redoutable spécialisée en droit pénal financier, qui avait une réputation de ne jamais perdre ses dossiers. Quand je lui ai raconté toute l'histoire, elle a souri d'un sourire qui ne présageait rien de bon pour mes adversaires. « Madame Delorme, a-t-elle dit en rangeant soigneusement les documents que je lui avais apportés, vous avez un cas solide, très solide, et je pense qu'il est temps de leur montrer qu'on ne traite pas les gens comme des paillassons impunément. » Le printemps s'installait véritablement à Lille, transformant les rues grises en couloirs parfumés par les marronniers en fleurs. Les jardins publics retrouvaient leur couleur vive et les terrasses des cafés se remplissaient à nouveau de cette vie particulière qui caractérise la ville quand les beaux jours reviennent. J'étais assise dans mon fauteuil près de la fenêtre de mon appartement, un livre ouvert sur mes genoux, profitant de la lumière dorée de l'après-midi qui filtrait à travers les rideaux, quand mon téléphone a vibré sur la table basse. C'était un message de Marianne, le premier depuis presque 3 semaines. « Maman, il faut qu'on parle. C'est urgent. Demain à 15h, chez Colette. Pas de « s'il te plaît », pas de « est-ce que tu es disponible ?» Juste une convocation sèche comme on en reçoit d'un bureau administratif. J'ai regardé ce message pendant un long moment, observant les mots sur l'écran lumineux, sentant cette vieille habitude de culpabilité essayer de refaire surface comme une vague familière. Mais cette fois, elle n'a pas trouvé de prise. Les semaines de reconstruction personnelle, les séances au groupe de lecture, les promenades matinales où j'avais réappris à m'appartenir, tout cela avait construit en moi une armure nouvelle. J'ai simplement répondu « Je verrai si c'est possible » et j'ai continué ma lecture, savourant ce petit acte de résistance qui aurait été impensable quelques mois auparavant. Le lendemain, j'y suis allée quand même, non pas par obéissance, mais par curiosité. Quelque chose dans le ton de Marianne m'avait intriguée, une nervosité inhabituelle que je reconnaissais pour l'avoir vue grandir, une anxiété qui transparaissait même à travers les mots froids du message. Avant de partir, j'ai pris soin de me préparer minutieusement. J'ai choisi une robe bleu marine simple mais élégante, celle que j'avais achetée récemment et qui me faisait me sentir forte et digne. J'ai coiffé mes cheveux gris avec soin, appliqué un peu de rouge à lèvres discret, et quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai vu une femme différente de celle qui était sortie de cette maison en novembre, brisée et humiliée. Cette femme-là avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de plus solide, de plus conscient de sa propre valeur. Quand je suis arrivée devant la maison imposante de Colette, avec sa façade en briques rouges typique du vieux Lille et ses fenêtres à meneaux qui reflétaient le ciel gris, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les volets du premier étage étaient fermés en pleine journée, ce qui ne correspondait pas du tout aux habitudes méticuleuses de Colette qui aimait que sa maison soit toujours présentable, toujours prête à impressionner d'éventuels visiteurs. Le jardin, habituellement impeccable, avec ses bordures taillées au millimètre et ses massifs de fleurs parfaitement entretenus, montrait des signes évidents de négligence. Des mauvaises herbes commençaient à envahir les allées de gravier, les rosiers n'avaient pas été taillés et quelques feuilles mortes de l'hiver passé traînaient encore dans les coins. C'était comme si la façade de perfection que Colette maintenait si jalousement commençait à se fissurer, laissant apparaître la réalité moins reluisante qui se cachait dessous. Marianne m'a ouvert la porte avant même que j'aie le temps de sonner, comme si elle m'attendait derrière, guettant mon arrivée à travers le judas. Son visage était marqué par une fatigue que je ne lui connaissais pas, des cernes sombres sous ses yeux qui n'étaient pas dissimulées par le maquillage, et une pâleur qui contrastait fortement avec le fond de teint appliqué peut-être trop hâtivement ce matin-là. Ses cheveux, habituellement coiffés avec ce soin professionnel qu'elle avait adopté depuis son mariage, pendaient mollement autour de son visage, comme si elle n'avait pas eu l'énergie de s'en occuper. Ses vêtements, bien que toujours de marque, semblaient froissés, portés sans la fierté habituelle qu'elle affichait autrefois.
« Maman, merci d'être venue. » Elle a dit d'une voix qui cherchait à être normale, mais qui tremblait légèrement, trahissant une nervosité profonde. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où elle m'avait remercié pour quoi que ce soit. Ce simple merci résonnait étrangement dans l'air, presque suspect dans sa nouveauté. Nous sommes entrés dans le salon où Colette était assise dans son fauteuil habituel, ce trône de velours vert d'eau d'où elle dirigeait autrefois sa petite cour avec une autorité incontestée. Mais l'image de puissance qu'elle projetait autrefois s'était considérablement érodée. Elle portait une robe de chambre en soie prune en plein après-midi, quelque chose qu'elle n'aurait jamais fait auparavant. Elle qui insistait toujours pour être impeccablement habillée, même pour rester à la maison. Ses cheveux teints en acajou étaient mal coiffés, avec des racines blanches visibles qui témoignaient de rendez-vous chez le coiffeur manqué, et elle me regardait avec une expression qui oscillait entre la colère rentrée et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la panique mal dissimulée. L'atmosphère dans la pièce était lourde, chargée d'une tension palpable qui faisait contraste avec le luxe des meubles et des décorations. Les rideaux de brocart étaient à moitié tirés, laissant la pièce dans une semi-pénombre inhabituelle. Sur la table basse, je remarquai une pile de courriers non ouverts, chose impensable pour Colette qui traitait toujours son courrier avec une efficacité maniaque. Adrien était là aussi, debout près de la cheminée éteinte malgré la fraîcheur persistante du printemps, les mains dans les poches de son pantalon chiffonné, évitant soigneusement mon regard comme un enfant pris en faute. Ce jeune homme qui se pavanait toujours avec une assurance arrogante, parlant fort de ses succès professionnels et de ses relations importantes dans le milieu financier lillois, ressemblait maintenant à un animal pris au piège, les épaules voûtées, le regard fuyant. Ses traits étaient tirés, son teint grisâtre, et il avait visiblement perdu du poids, ses vêtements pendant sur lui d'une façon qui suggérait un amaigrissement rapide et malsain. « Hélène !» a commencé Colette en s'éclaircissant la gorge, un geste qui semblait destiné à retrouver un semblant d'autorité, utilisant mon prénom avec une fausse familiarité qu'elle ne s'était jamais permise auparavant. Dans le passé, elle m'appelait toujours Madame Delorme, avec cette distance calculée qui me rappelait ma place dans sa hiérarchie personnelle. Nous avons besoin de discuter d'une situation familiale délicate. Le mot « familial » a résonné dans la pièce avec une ironie qui ne m'a pas échappé, une ironie presque comique tant elle était flagrante. Maintenant que j'étais utile, j'étais soudainement redevenue partie de la famille, cette même famille qui m'avait si clairement signifié ma place de dernière quelques mois auparavant. Ils m'ont expliqué la situation par fragments désorganisés, chacun ajoutant des détails que les autres omettaient volontairement ou involontairement, construisant ensemble une histoire qui sentait le désespoir à des kilomètres. Les mots se chevauchaient, les explications devenaient confuses, et je pouvais voir clairement qu'ils avaient répété ce discours, mais que sous la pression du moment, leur préparation s'effondrait. L'entreprise d'Adrien, cette société de conseil en investissement dont il parlait avec tant de fierté lors des dîners familiaux, vantant ses rendements exceptionnels et sa clientèle exclusive, était au cœur d'un scandale financier qui commençait à faire la une des journaux économiques régionaux. Des fonds de clients avaient mystérieusement disparu, des investissements promis avec des rendements garantis n'avaient jamais été réalisés, et maintenant l'autorité des marchés financiers menait une enquête approfondie qui risquait de mener à des poursuites pénales sérieuses. « C'est un malentendu », répétait Adrien avec une insistance qui trahissait son mensonge, ses yeux évitant toujours mon regard, fixant plutôt un point quelconque sur le mur derrière moi. Une simple erreur comptable qui a été mal interprétée par des bureaucrates qui ne comprennent rien au monde des affaires. Tout va s'arranger, mais en attendant, nous avons besoin de liquidités pour couvrir certaines irrégularités comptables temporaires. Le mot « temporaire » sonnait particulièrement faux, prononcé avec une hésitation qui révélait qu'il savait lui-même que personne ne le croirait vraiment. Il transpirait visiblement malgré la température fraîche de la pièce, de petites gouttes perlant sur son front qu'il essuyait nerveusement avec un mouchoir froissé. Colette a pris le relais, sa voix prenant ce ton mielleux qu'elle réservait au moment où elle voulait manipuler quelqu'un. Ce même ton qu'elle utilisait avec les commerçants quand elle voulait obtenir un rabais ou avec ses connaissances quand elle cherchait une faveur. « Tu comprends, Hélène ? Nous avons toujours été une famille soudée. Dans les moments difficiles, on se serre les coudes. C'est comme ça que fonctionnent les vraies familles, n'est-ce pas ?
J'ai failli rire en entendant ces mots sortir de sa bouche, un rire amer qui me montait à la gorge, mais que j'ai réussi à contenir. Elle qui m'avait traité comme une intruse pendant toutes ces années, qui avait transformé ma propre fille contre moi avec sa toxicité calculée, qui m'avait fait sentir que je n'étais jamais assez bien pour faire partie de son cercle privilégié, osait maintenant me parler de solidarité familiale. Marianne était assise sur le canapé, les mains jointes sur ses genoux, dans une posture qui rappelait presque une prière, regardant le tapis perçant, comme si elle espérait y trouver une échappatoire, une solution magique qui la sortirait de cette situation humiliante. Ses doigts se tordaient nerveusement, un tic que je reconnaissais depuis son enfance et qui réapparaissait toujours dans les moments de grand stress. « Maman », a-t-elle murmuré sans lever les yeux, sa voix à peine audible. Nous avons vraiment besoin de ton aide. Il y a des dettes importantes, très importantes. La maison est hypothéquée jusqu'au toit, et maintenant avec les frais médicaux de Colette qui s'accumulent. Sa voix s'est éteinte, comme si elle n'avait pas la force de terminer sa phrase, ou peut-être comme si elle se rendait compte de l'absurdité de ce qu'elle était en train de dire. C'était la première fois que j'entendais parler de problèmes de santé de Colette, une information qui m'aurait été cachée si elle n'était pas devenue utile à leur cause. Quels frais médicaux ? Ai-je demandé en la regardant directement dans les yeux, refusant de détourner le regard. Elle a porté une main dramatique à sa poitrine, un geste théâtral qui manquait totalement de crédibilité, trop appuyé pour être naturel. Mon cœur, ma chère. Le stress de toute cette situation horrible a aggravé ma condition cardiaque. Les médecins disent que j'ai besoin d'un traitement spécialisé en Suisse, très coûteux malheureusement, mais absolument nécessaire si je veux éviter, eh bien, des complications graves. Elle a laissé cette dernière phrase en suspens, espérant probablement que l'implication d'un danger mortel éveillerait ma compassion et ma culpabilité. Je l'ai observée pendant quelques secondes, notant l'absence de tout signe physique de faiblesse réelle, la façon dont ses yeux restaient vigilants et calculateurs malgré la fragilité qu'elle prétendait afficher. La posture droite qui ne correspondait pas à celle d'une personne gravement malade. Ses joues avaient encore leur couleur, sa respiration était régulière et calme, et ses mains ne tremblaient pas. Rien, absolument rien dans son apparence ne suggérait une personne souffrant d'une condition cardiaque sérieuse. J'ai senti la colère monter en moi, froide et contrôlée, face à cette manipulation grossière, face à cette tentative pathétique d'exploiter ma bonté naturelle et mon inquiétude pour la santé des autres. Il voulait que je paie les dettes d'Adrien, des sommes astronomiques accumulées par sa cupidité et son incompétence. Il voulait que j'utilise mon petit appartement, mon seul vrai bien, comme garantie pour un prêt bancaire qui servirait à combler le trou financier qu'ils avaient eux-mêmes creusé. Ils voulaient que je liquide l'épargne que j'avais construite en travaillant comme couturière pendant 40 ans, ces économies que j'avais protégées centime par centime pour mes vieux jours, pour ne pas devenir un fardeau pour personne, pour garder ma dignité et mon indépendance jusqu'à la fin. Colette a sorti une liasse de papier d'un tiroir du secrétaire, des documents déjà préparés par leur notaire qui n'attendaient que ma signature, et les a posés sur la table basse, devant moi, comme si c'était une formalité évidente. Un simple tampon administratif sans importance. « Nous avons déjà contacté notre notaire, Maître Dubois », a dit Adrien en essayant de reprendre un peu de son assurance habituelle, se redressant légèrement et tentant d'adopter un ton professionnel. Il a été très compréhensif de notre situation. « Tout est prêt, les documents sont en ordre, il suffit que tu signes ici et ici. » Il a pointé du doigt les endroits marqués d'un X rouge. « Et nous pourrons régler cette affaire rapidement. Probablement dès la semaine prochaine. C'est vraiment une simple formalité administrative à ce stade. » Il parlait vite, trop vite, comme s'il voulait me pousser à signer avant que j'aie le temps de réfléchir vraiment aux implications de ce que je ferais. J'ai regardé ces papiers sans les toucher, gardant mes mains posées calmement sur mes genoux, refusant de montrer la moindre intention de me pencher vers les documents. Puis j'ai levé les yeux vers eux, ces 3 personnes qui m'avaient relégué au dernier rang de leurs priorités et qui maintenant me suppliaient de les sauver de leur propre désastre. Ces 3 personnes qui ne m'avaient jamais accordé la moindre considération, mais qui maintenant me regardaient comme leur unique planche de salut. Le contraste était si flagrant qu'il en devenait presque surréaliste. « Combien ?
ai-je demandé simplement, ma voix calme et neutre ne trahissant aucune émotion. Adrien a échangé un regard nerveux avec Colette avant de répondre. Un regard qui parlait de calculs précis et de discussions préalables sur combien il pouvait me demander sans que je refuse immédiatement. Environ 80 000 €, peut-être un peu plus selon l'évolution de la situation et les frais juridiques qui vont s'accumuler. Peut-être même 100 000 pour être vraiment en sécurité. C'était presque tout ce que je possédais. Mon appartement valait environ 70 000 € selon la dernière estimation, et mon épargne totale s'élevait à environ 35 000 €. Ils me demandaient littéralement de tout sacrifier pour réparer les conséquences de leur cupidité, de leur arrogance, de leurs mensonges et de leur incompétence. Ils voulaient que je renonce à toute ma sécurité, que je me retrouve sans rien à 63 ans, dépendante de leur bon vouloir pour le reste de mes jours. Le silence qui a suivi a été rompu par Marianne qui s'est levée brusquement, les larmes aux yeux, des larmes qui coulaient maintenant librement sur ses joues pâles. « Maman, s'il te plaît, je sais que nous n'avons pas été, que j'ai dit des choses horribles, des choses impardonnables. » Sa voix s'est brisée et elle a détourné le regard, incapable de terminer sa phrase, les épaules secouées par des sanglots qu'elle essayait de contrôler. Mais je n'avais pas besoin qu'elle termine. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Et je savais aussi qu'elle n'était pas vraiment désolée de ce qu'elle m'avait fait, de la façon dont elle m'avait traité pendant toutes ces années. Elle était seulement désespérée par la situation catastrophique dans laquelle elle se trouvait maintenant, terrifiée par la perspective de perdre son statut social, son confort matériel, sa place dans la bonne société lilloise. « Je vais y réfléchir », ai-je dit en me levant lentement, lissant ma robe d'un geste calme et posé, laissant les papiers sur la table sans même les avoir touchés. C'est une décision importante qui mérite réflexion. Vous comprenez certainement. On ne dilapide pas les économies d'une vie entière sans y penser sérieusement. Je pouvais voir la déception et la frustration sur leur visage. Ils s'attendaient probablement à ce que je cède immédiatement, submergé par la culpabilité maternelle et la pression familiale. Ils avaient sous-estimé combien j'avais changé pendant ces mois de silence et de reconstruction personnelle. En sortant de cette maison, sous le ciel gris de l'île qui menaçait la pluie, des nuages lourds s'amoncelant au-dessus des toits de briques rouges, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis cette nuit de novembre. Une clarté absolue, une certitude cristalline qui me remplissait d'une force tranquille. Parce que pendant qu'ils me présentaient leurs demandes désespérées, pendant que Colette jouait la comédie de la malade et qu'Adrien mentait avec l'aplomb d'un escroc professionnel, je pensais à une conversation que j'avais eue 3 jours plus tôt avec Monsieur Lefebvre à la banque. Une conversation qui avait tout changé et qui leur réservait une surprise qu'ils n'imaginaient même pas dans leur pire cauchemar. Ils m'avaient appelé discrètement un mardi après-midi, me demandant si je pouvais passer à la banque pour une question délicate concernant votre compte. Quand je suis arrivée, il m'a fait entrer dans son bureau privé et a fermé la porte avec précaution. « Madame Delorme » avait-il dit avec cette prudence professionnelle qui cachait une réelle inquiétude. « Je ne devrais peut-être pas vous en parler. Cela pourrait être considéré comme une violation de certains protocoles, mais comme je connais votre famille depuis longtemps et que j'ai beaucoup de respect pour vous, j'ai pensé qu'il valait mieux vous prévenir. » Il avait sorti un dossier de son tiroir et l'avait ouvert devant moi. Votre fille et votre gendre ont tenté d'obtenir un crédit de 60 000 € en utilisant vos biens comme garantie, sans votre signature officielle ni même votre consentement verbal. Ils ont présenté des documents qui semblaient porter votre signature, mais nos vérifications de routine ont révélé des inconsistances. À ce moment-là, dans ce bureau feutré qui sentait le cuir et le papier ancien, le téléphone à la main après qu'il m'ait montré les formulaires frauduleux, j'avais senti quelque chose se briser définitivement à l'intérieur de moi. Ce n'était pas mon cœur, celui-là s'était déjà brisé en novembre. C'était quelque chose de plus profond, de plus fondamental. C'était la dernière illusion que je maintenais peut-être inconsciemment, l'espoir secret que malgré tout, ma fille avait encore un fond de décence, un minimum de respect pour sa propre mère. Mais non, ils n'avaient pas seulement essayé de me manipuler pour obtenir mon argent, ils avaient essayé de me voler, de frauder en utilisant mon identité, mon nom, mon patrimoine durement gagné, comme si je n'étais qu'un outil à leur disposition,
un objet qu'on peut utiliser sans scrupule quand le besoin s'en fait sentir. Et maintenant, quelques jours plus tard, ils étaient là, devant moi, jouant la comédie de la famille unie dans l'adversité, espérant que je serais assez naïve ou assez désespérée pour leur donner volontairement ce qu'ils avaient déjà essayé de prendre illégalement. L'audace de leur démarche me coupait presque le souffle. J'ai demandé à M. Lefebvre de me fournir tous les documents liés à cette tentative de fraude, chaque formulaire, chaque correspondance, chaque preuve de leur forfait. « Et s'il y a d'autres tentatives similaires dans d'autres banques ?» avais-je ajouté, « j'aimerais en être informé immédiatement. » Il avait hoché la tête gravement. « Je vais contacter discrètement mes collègues dans les autres établissements. Nous avons un réseau informel pour ce genre de situation. » Et pendant les jours qui ont suivi cette réunion pathétique chez Colette, pendant qu'ils attendaient ma réponse, en pensant probablement que ma culpabilité de mère finirait par l'emporter sur mon bon sens, j'ai contacté un avocat. Pas n'importe lequel. Maître Fontaine, une femme redoutable dans la cinquantaine, spécialisée en droit pénal financier, qui avait une réputation de ne jamais perdre ses dossiers et de traquer la fraude financière avec une détermination implacable. Son cabinet était situé dans un bel immeuble haussmannien du centre-ville, et quand je suis entrée dans son bureau aux murs tapissés de livres juridiques et de diplômes impressionnants, je me suis sentie pour la première fois depuis des mois, comme si quelqu'un était vraiment de mon côté. Quand je lui ai raconté toute l'histoire, depuis cette soirée de novembre jusqu'à la tentative de fraude récente, elle m'a écoutée sans m'interrompre, prenant des notes méticuleuses dans un carnet en cuir noir. Quand j'ai eu terminé, elle a levé les yeux vers moi et a souri d'un sourire qui ne présageait rien de bon pour mes adversaires. Un sourire qui combinait satisfaction professionnelle et indignation personnelle face à l'injustice. « Madame Delorme », a-t-elle dit en rangeant soigneusement les documents que je lui avais apportés dans une chemise cartonnée, « vous avez un cas solide, très solide même. La tentative de fraude bancaire est documentée, et si nous creusons un peu, je suis presque certaine que nous trouverons d'autres irrégularités. Ces gens-là ne commencent généralement pas par un coup d'ampleur. Ils ont probablement une longue histoire de petites malversations. Et je pense qu'il est temps de leur montrer qu'on ne traite pas les gens comme des paillassons impunément. » Elle a fait une pause, me regardant avec une intensité qui me mettait à la fois mal à l'aise et me donnait confiance. « Mais je dois vous prévenir. Si nous engageons cette procédure, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Les relations familiales seront probablement détruites de façon irrémédiable. Vous devez être absolument certaine que c'est ce que vous voulez. » J'ai pensé à cette question pendant un long moment, regardant par la fenêtre du cabinet les passants qui marchaient sur le trottoir en contrebas, des gens ordinaires vivant leurs vies ordinaires. « Maître Fontaine », ai-je finalement répondu. Ces relations familiales ont été détruites le jour où ma fille m'a dit que j'étais la dernière. Tout ce que je fais maintenant, c'est reconnaître officiellement une réalité qui existe déjà. Alors oui, je suis absolument certaine. Commencez les démarches. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités discrètes mais intenses. Maître Fontaine avait engagé un enquêteur privé, M. Bertrand, un homme discret aux cheveux gris qui avait passé 20 ans dans la police financière avant de se mettre à son compte. Il avait commencé à creuser méthodiquement dans les affaires d'Adrien et dans les finances de Colette, et ce qu'il découvrait dépassait mes pires appréhensions. L'entreprise d'Adrien n'était qu'une façade élaborée pour une pyramide de Ponzi classique, utilisant l'argent des nouveaux clients pour payer les rendements promis aux anciens, tout en siphonnant une partie substantielle pour financer leur train de vie luxueux. Et Colette, cette femme qui jouait les grandes bourgeoises respectables, cachait des secrets financiers qui feraient frémir n'importe quel inspecteur des impôts. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon d'événements que même moi je n'avais pas anticipés dans toute leur ampleur. Maître Fontaine a transmis les dossiers aux autorités compétentes comme promis, et les choses se sont mises en mouvement avec une efficacité implacable qui m'a presque fait peur. L'enquête sur l'entreprise d'Adrien s'est intensifiée de façon spectaculaire, des inspecteurs se présentant à son bureau pour saisir des documents et des ordinateurs, interrogeant ses employés qui découvraient avec stupeur l'étendue de la fraude. Les journaux locaux ont commencé à parler de l'affaire Masson, avec des titres sensationnalistes qui étalaient les détails sordides de la fraude aux subventions publiques et du système de Ponzi qui avait ruiné plusieurs familles lilloises. La Nord-Éclair,
Le journal régional avait même publié une série d'articles détaillés sur les mécanismes de l'escroquerie, avec des témoignages dévastateurs de victimes qui avaient perdu leurs économies de retraite. L'administration fiscale a ouvert une investigation approfondie sur les comptes de Colette au Luxembourg, envoyant des demandes officielles aux autorités bancaires étrangères et démontant pierre par pierre le système de société écran qu'elle avait mis en place pour dissimuler ses avoirs. La menace d'une inculpation pour fraude fiscale et blanchiment d'argent planait maintenant sur elle comme une épée de Damoclès, rendant ses nuits blanches d'angoisse et transformant sa morgue habituelle en une nervosité palpable. Les autorités luxembourgeoises, peu enclines à protéger ce genre de montage frauduleux face à la pression internationale croissante, coopéraient pleinement avec l'enquête française. Chaque semaine apportait son lot de nouvelles révélations, de convocations au tribunal, de documents à produire qui ne faisaient qu'aggraver leur situation déjà catastrophique. Adrien a perdu son emploi dans les 48 heures suivant le début de l'enquête officielle, mais plus que ça, il a perdu toute crédibilité dans le milieu financier de l'île et même au-delà. Les portes qui s'ouvraient autrefois facilement devant lui, celles des clubs privés, des cercles d'affaires, des réseaux professionnels où se tissaient les vraies opportunités, se fermaient maintenant brutalement et définitivement. Les invitations aux événements mondains cessaient d'arriver, remplacées par un silence assourdissant. Les appels téléphoniques n'étaient plus retournés, les emails restaient sans réponse, et les relations professionnelles qu'il cultivait avec tant de soin depuis des années s'évaporaient du jour au lendemain, comme si elles n'avaient jamais existé. Dans ce milieu où la réputation est tout, où un nom entaché peut détruire des décennies de construction sociale, il était devenu un paria, un pestiféré que personne ne voulait plus approcher de peur d'être contaminé par l'association. La grande maison de Colette, ce symbole de réussite et de statut social qu'elle chérissait tant et qu'elle exhibait avec fierté lors de ses réceptions élaborées, ce sanctuaire où elle régnait en maîtresse absolue, a dû être mise en vente pour couvrir les premiers frais d'avocat qui s'accumulaient rapidement et les amendes préliminaires qui commençaient à tomber comme une pluie incessante. Je voyais parfois les annonces d'immobilière dans le journal local, avec des photos professionnelles de ce salon où j'avais été humiliée, du jardin impeccable qui était le théâtre de tant de gardes-en-partie prétentieuses, de cette salle à manger où Colette présidait ses dîners en se pavanant devant ses invités triés sur le volet. Et je ne ressentais ni joie malveillante, ni tristesse mélancolique devant ces images. Juste une sorte de détachement serein, comme si tout cela appartenait à une vie antérieure qui ne me concernait plus vraiment, comme si j'observais l'effondrement d'un monde qui m'avait toujours été étranger. Marianne, elle, s'est retrouvée prise au piège entre deux mondes en effondrement simultané, tiraillée par des loyautés contradictoires et écrasée par le poids de ses propres choix passés qui revenaient la hanter. D'un côté, sa belle famille qui coulait dans le scandale et le déshonneur public, devenant la risée de la bonne société lilloise et le sujet de tous les ragots dans les salons. De l'autre, sa mère qu'elle avait rejetée avec tant de cruauté calculée et qui était maintenant la seule personne stable de toute cette débâcle, la seule dont la réputation restait intacte comme un phare dans la tempête, la seule qui gardait la tête haute et continuait sa vie avec dignité. Je l'ai vue de loin quelquefois, dans la rue, marchant seule avec cet air perdu de quelqu'un qui ne sait plus très bien qui elle est, ni où elle va, déambulant comme une âme en peine dans les rues pavées du Vieux-Lille, qu'elle arpentait autrefois avec tant d'assurance. Elle avait maigri de façon inquiétante, ses joues creusées, témoignant de repas sautés et de nuits sans sommeil. Ses vêtements, autrefois si soignés et parfaitement ajustés, pendaient maintenant sur ses épaules comme des habits empruntés à quelqu'un de plus grand. Et son regard évitait systématiquement le mien quand nos chemins se croisaient par hasard dans les rues que nous fréquentions toutes les deux. Parfois, je la voyais assise seule dans un café, fixant une tasse vide devant elle depuis longtemps, perdue dans des pensées qui semblaient la consumer de l'intérieur. Une fois, je l'ai aperçue sortant d'une agence pour l'emploi, les épaules voûtées sous le poids de l'échec, tenant une liasse de formulaires et de CV photocopiés. Ces observations me faisaient quelque chose d'indéfinissable, une douleur sourde que je n'arrivais pas complètement à ignorer malgré tout ce qui s'était passé, malgré toutes les blessures qu'elle m'avait infligées. C'était toujours ma fille,
après tout. Même si cette fille m'avait brisé le cœur et trahi ma confiance de la façon la plus cruelle possible. Je continuais ma vie, plus enrichie qu'avant, redécouvrant des plaisirs simples que j'avais négligés pendant des années au profit des besoins de ma fille. Mon groupe de lecture avait décidé de monter un petit club de théâtre amateur, un projet ambitieux qui enthousiasmait tout le monde. Et je m'étais portée volontaire pour aider avec les costumes, retrouvant mes anciennes compétences de couturière, mais cette fois pour le plaisir et non par nécessité économique. Retrouver le contact des tissus, le bruit apaisant de la machine à coudre, créer quelque chose de beau de mes propres mains sans la pression de devoir gagner ma vie, m'apportait une satisfaction profonde que j'avais oubliée depuis longtemps. Madame Rousseau m'avait confié le rôle de Mère Courage dans la pièce de Brecht que nous préparions pour l'automne prochain. Tu as vécu assez de batailles pour comprendre ce personnage dans ses moindres nuances, m'avait-elle dit avec un clin d'œil complice et une pointe d'admiration dans la voix. Tu incarnes exactement cette force tranquille qu'elle possède. Juin est arrivé avec sa chaleur douce et ses longues soirées lumineuses qui s'étiraient jusqu'à presque 22 heures, baignant l'île dans cette lumière dorée si particulière du nord de la France. J'étais dans mon petit jardin partagé du quartier, un espace communautaire que j'avais redécouvert après des années d'absence, arrosant avec soin les tomates que j'avais plantées au printemps et qui commençaient maintenant à donner leurs premiers fruits verts quand j'ai entendu quelqu'un prononcer mon nom d'une voix hésitante. En me retournant, j'ai vu Marianne debout à l'entrée du jardin, ses mains agrippant nerveusement la grille en fer forgé, hésitante, les bras ensuite serrés contre son corps, dans une posture défensive qui trahissait sa vulnérabilité. Elle n'avait pas l'air d'être venue pour demander quoi que ce soit de matériel. Il n'y avait pas cette détermination calculée que je lui avais vue lors de notre dernière rencontre chez Colette. Elle avait l'air d'avoir marché longtemps avant de trouver le courage de faire ses derniers pas. Peut-être avait-elle tourné autour du jardin pendant des minutes entières avant d'oser entrer, rassemblant son courage fragmenté. Ses cheveux étaient coiffés simplement, sans le soin maniaque d'autrefois, et elle portait un jean délavé et un pull simple qui contrastaient fortement avec les tenues de marque qu'elle affectionnait autrefois. « Maman !» a-t-elle dit simplement, et sa voix était différente de tout ce que j'avais entendu d'elle ces dernières années. Plus douce, dépouillée de cette assurance artificielle qu'elle avait développée pendant ces années avec les maçons, vidée de toute prétention. « Est-ce que je peux te parler, juste quelques minutes ?» J'ai posé mon arrosoir sur le sol humide et je l'ai regardé pendant un long moment, cherchant dans ses yeux rougis quelque chose qui me dirait si cette démarche était authentique ou juste une nouvelle manipulation plus sophistiquée. Mais ce que j'y ai vu m'a surprise malgré ma méfiance. Une vulnérabilité réelle et crue, une honte profonde qui semblait la ronger de l'intérieur. Et peut-être juste une lueur de cette petite fille que j'avais élevée avec tant d'amour et qui s'était perdue quelque part en chemin vers l'âge adulte. « Entre !» ai-je dit en désignant le banc en bois sous le pommier qui était mon refuge préféré dans ce jardin. Nous nous sommes assises côte à côte, nos corps maintenant une distance prudente, et pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. Le silence était lourd de toutes les choses qu'il fallait dire, mais qu'on ne savait pas comment formuler, chargé de tous les non-dits accumulés pendant des mois. Les oiseaux chantaient dans les arbres environnants, indifférents au drame humain qui se jouait sous leurs branches. Finalement, Marianne a pris une profonde inspiration tremblante et les mots sont sortis dans un flot précipité, comme si elle craignait de perdre son courage si elle ne parlait pas immédiatement. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Je sais que ce que je t'ai fait est impardonnable, que les mots que j'ai prononcés ne peuvent pas être effacés. Cette phrase que je t'ai dite, cette terrible phrase qui me hante chaque nuit. Elle me réveille parfois en sursaut et je me déteste pour l'avoir dite. Je ne peux pas la retirer. Je ne peux pas effacer la douleur immense que je t'ai causée, les années où je t'ai négligée et méprisée. Mais je veux que tu saches que je ne suis pas venue ici pour te demander de l'argent, ni pour te supplier d'arrêter les poursuites contre Colette et Adrien. Ils méritent ce qui leur arrive, et moi aussi probablement. Je suis venue pour te dire que j'ai compris. Vraiment compris cette fois. « Compris quoi ?» ai-je demandé doucement, gardant ma voix neutre malgré l'émotion qui montait en moi. Elle a essuyé une larme qui coulait lentement sur sa joue creusée.
que pendant toutes ces années, je t'ai tenue pour acquise comme si tu étais un meuble de la maison, que j'ai laissé Colette m'empoisonner progressivement avec ses idées toxiques de classe sociale et de qui mérite quoi dans ce monde, que j'ai oublié d'où je venais vraiment, qui m'avait élevé avec amour malgré les difficultés, qui avait sacrifié ses propres rêves et ambitions pour que je puisse réaliser les miens sans entrave. Je suis devenue exactement le genre de personne superficielle et cruelle que je détestais et méprisais quand j'étais jeune et idéaliste. Snob, ingrate, méprisante envers ceux qui m'aimaient vraiment. Elle m'a regardé directement pour la première fois, ses yeux rouges de larmes rencontrant les miens. Adrien et moi sommes séparés maintenant. Définitivement. Je ne pouvais plus rester dans cette maison qui empestait le mensonge, dans cette famille qui m'avait transformé en monstre égoïste et vide. J'ai pris un petit studio dans le vieux Lille, 2 pièces minuscules au 5e étage sans ascenseur, mais c'est à moi. Je cherche du travail tous les jours, n'importe quoi d'honnête qui me permettra de payer mon loyer. Je recommence tout à zéro, absolument tout, comme si j'avais 20 ans à nouveau, mais avec le poids de toutes mes erreurs sur les épaules. « Et qu'est-ce que tu attends de moi exactement ?» ai-je demandé, gardant ma voix neutre et prudente, refusant de me laisser emporter par l'émotion du moment. « Je n'attends rien », a-t-elle répondu rapidement, presque avec précipitation. « Vraiment rien du tout. Je voulais juste que tu saches que j'assume pleinement les conséquences de mes actes, toutes les conséquences, sans exception. Que je ne te blâme pas pour ce qui arrive à Colette et Adrien, que je ne t'en veux pas d'avoir révélé leurs crimes. Ils l'ont mérité amplement, et moi aussi probablement pour ma complicité passive. Je voulais juste... » Sa voix s'est brisée, étranglée par l'émotion. « Je voulais juste que tu saches que tu me manques, terriblement. Pas parce que j'ai besoin de quelque chose de matériel, mais parce que j'ai perdu la seule personne qui m'ait jamais vraiment aimée, sans condition, sans attendre quelque chose en retour. Et je réalise maintenant, trop tard peut-être, que c'était le seul amour véritable que j'ai jamais eu dans ma vie. » Le silence est revenu, s'installant entre nous comme une présence presque tangible, mais cette fois il était différent de celui du début. Moins hostile, moins chargé de ressentiment et d'amertume. J'ai regardé le ciel de juin, qui se teintait progressivement de rose et d'orange à mesure que le soleil descendait vers l'horizon, les hirondelles qui dessinaient des arabesques gracieuses au-dessus des toits de briques rouges. « Tu sais, Marianne » ai-je commencé lentement, pesant chaque mot avec soin. Pendant des mois, j'ai attendu ce moment dans mes pensées. J'imaginais ce que je te dirais si tu venais me demander pardon, comment je réagirais, ce que je ressentirais. Certains jours, dans mes rêveries, je me voyais te pardonner immédiatement, te serrer dans mes bras comme quand tu étais petite, et tout oublier comme si rien ne s'était passé. D'autres jours, plus sombres, je me voyais te tourner le dos froidement et refermer définitivement cette porte, te laissant avec ta douleur comme tu m'avais laissé avec la mienne. Mais maintenant que tu es là, assise à côté de moi, je réalise que ce n'est ni l'un ni l'autre de ces scénarios. « Je comprends », a-t-elle murmuré en commençant à se lever, la déception visible sur son visage, s'attendant visiblement à un rejet définitif. « Non, attends », l'ai-je arrêté en posant ma main doucement sur la sienne, sentant sa peau froide sous mes doigts. « Laisse-moi finir ce que j'ai à dire. Ce que je veux te dire, c'est que je ne peux pas effacer ce qui s'est passé comme on efface un tableau noir. Je ne peux pas faire semblant que tout va bien et retourner à notre ancienne relation comme si de rien n'était, comme si ces mois terribles n'avaient jamais existé. Parce que cette relation était déséquilibrée, malsaine pour nous deux, toxique, même si nous ne le voyions pas clairement. Tu avais raison sur un point au moins, nous devons recommencer. Mais pas comme mère et fille qui se doivent tout selon les conventions sociales, mais comme 2 adultes qui apprennent à se respecter mutuellement, qui construisent de quelque chose de nouveau sur des bases saines. J'ai vu quelque chose s'illuminer dans ses yeux fatigués, un espoir fragile qui commençait à naître timidement. Tu veux dire que tu es prête à essayer ? Vraiment ? J'ai hoché la tête lentement, réfléchissant encore à mes propres mots. Je suis prête à essayer, oui. Mais il y aura des conditions non négociables. Tu devras faire ta propre thérapie pour comprendre comment tu en es arrivé là, comment tu as pu te perdre à ce point.
Tu devras prendre tes propres responsabilités sans attendre que je te sauve à chaque difficulté, comme je l'ai toujours fait. Et surtout, tu devras accepter que la confiance ne se reconstruit pas en un jour, ni même en un mois ou une année. Ça prendra peut-être des années de travail patient. Et peut-être qu'on n'y arrivera jamais complètement. Peut-être que certaines blessures sont trop profondes pour guérir totalement. Mais si tu es prête à faire ce travail difficile et douloureux, alors oui, je suis prête à essayer de mon côté. Marianne a éclaté en sanglots. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement mêlées à une gratitude profonde et sincère qui la submergeait. Elle ne s'est pas jetée dans mes bras dramatiquement. Elle n'a pas fait de grands gestes théâtraux comme elle l'aurait fait autrefois. Elle a simplement pris ma main avec précaution et l'a serrée doucement. Et ce simple geste humble valait tous les discours élaborés du monde. « Merci », a-t-elle chuchoté d'une voix à peine audible. « Je ne te décevrai pas cette fois. Je te le promets, et cette fois c'est une vraie promesse. » Nous sommes restés assises là pendant un long moment qui semblait suspendu hors du temps, regardant le soleil descendre lentement sur les toits de l'île, deux femmes abîmées par la vie et par leurs propres choix, mais qui choisissaient malgré tout, malgré la peur et l'incertitude, d'espérer à nouveau. Les semaines suivantes ont été étranges et délicates, comme marcher sur une corde raide au-dessus d'un gouffre. Marianne et moi avons commencé à nous voir une fois par semaine pour un café dans un petit bistrot du quartier ou une promenade tranquille dans le parc de la Citadelle. Nos conversations étaient prudentes au début, évitant soigneusement les sujets douloureux comme des zones minées, testant les limites de ce nouveau terrain inconnu sur lequel nous avancions avec précaution. Mais progressivement, presque imperceptiblement, quelque chose de nouveau a commencé à émerger entre nous. Pas la relation fusionnelle et étouffante d'avant où j'existais uniquement pour elle, mais quelque chose de plus sain, de plus équilibré et respectueux. Elle me parlait de ses recherches d'emploi souvent infructueuses, de ses difficultés à reconstruire sa vie avec des moyens limités, des humiliations petites et grandes qu'elle devait endurer. Je l'écoutais sans juger, sans offrir de solutions immédiates ou d'argent pour arranger les choses, juste en étant présente et attentive, lui offrant ce dont elle avait vraiment besoin, une oreille compatissante. Un jour de juillet particulièrement chaud, alors que nous prenions un café en terrasse sur la Grand Place, observant les touristes photographier les façades flamandes, elle m'a annoncé avec un sourire timide mais authentique qu'elle avait trouvé un poste d'assistante dans une petite galerie d'art contemporain du Vieux-Lille. « Ce n'est pas grand-chose », a-t-elle dit avec une humilité nouvelle qui me touchait. « Le salaire est modeste et les horaires sont longs, mais c'est honnête et c'est quelque chose que j'ai obtenu par moi-même, sur mes propres mérites et non grâce aux relations de quelqu'un d'autre. » La directrice de la galerie ne sait rien de mon passé, de l'affaire Masson. Elle m'a engagée parce qu'elle trouvait mon CV intéressant et que nous avons bien accroché lors de l'entretien. J'ai levé ma tasse dans un geste de toast, sentant une fierté authentique monter en moi. « À recommencer ?» Bi-je dit avec un sourire sincère. Elle a levé la sienne en retour, ses yeux brillants d'une émotion contenue. « À recommencer avec les bonnes bases cette fois. » Nous avons trinqué doucement, le tintement délicat de la porcelaine résonnant comme une promesse, et dans ce geste simple mais chargé de sens, j'ai senti qu'un chapitre douloureux se fermait définitivement et qu'un autre, incertain mais porteur d'un espoir fragile, commençait à s'écrire lentement. L'affaire judiciaire contre Colette et Adrien a suivi son cours implacable à travers le système juridique français. Colette a été condamnée à une amende substantielle de 80 000 € et à une peine de prison de 18 mois avec sursis pour fraude fiscale aggravée et blanchiment d'argent. Sa réputation dans les cercles bourgeois de Lille, qu'elle chérissait tant et qu'elle avait cultivée pendant des décennies, a été irrémédiablement détruite, pulvérisée en une poussière que même le temps ne pourrait jamais reconstituer. Les portes des salons chics se fermaient maintenant devant elle. Les invitations cessaient d'arriver et son nom était devenu synonyme de scandale et de déchéance. Adrien a fait face à des poursuites pénales plus sévères pour détournement de fonds, escroquerie en bande organisée et fraude aux subventions publiques. Il a été condamné à 3 ans de prison ferme, dont 2 avec sursis, et à l'interdiction définitive d'exercer toute activité dans le secteur financier. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, par une connaissance commune qui aimait rapporter les potins,
Il vivait chez sa sœur à Paris, essayant de reconstruire sa vie loin du scandale lillois, travaillant comme comptable dans une petite entreprise familiale qui ignorait son passé. Je ne ressentais ni satisfaction vengeresse, ni pitié émue face à leur chute spectaculaire. Juste une forme de justice paisible, la certitude tranquille que les actions avaient des conséquences et que personne, quelle que soit sa position sociale, n'était au-dessus des lois fondamentales de la décence humaine. Quant à moi, j'ai continué à tisser ma nouvelle vie avec patience et détermination, jour après jour, fil après fil. Mon rôle dans la pièce de théâtre a été un succès inattendu qui m'a surprise moi-même, avec plusieurs représentations supplémentaires ajoutées à la demande enthousiaste du public local. Les critiques dans la presse culturelle lilloise ont salué ma performance comme bouleversante de vérité et portée par une expérience de vie palpable. J'ai même commencé à donner des cours de couture gratuits au centre communautaire pour les jeunes du quartier qui voulaient apprendre cet art traditionnel, transmettant ainsi un savoir-faire que j'avais acquis par nécessité, mais qui était devenu une passion. Et lentement, très lentement, avec la patience infinie que requiert la reconstruction de ce qui a été brisé, Marianne et moi avons réappris à être une famille, mais une famille différente, construite sur le respect mutuel, plutôt que sur l'obligation sociale et la culpabilité maternelle. Un soir d'octobre, alors que l'automne dorait les feuilles des arbres de l'île et que l'air se chargeait de cette fraîcheur particulière qui annonce l'hiver, Marianne est venue dîner chez moi pour la première fois depuis notre réconciliation progressive. Elle a apporté une bouteille de vin modeste mais de bonne qualité et des fleurs du marché. Et nous avons cuisiné ensemble dans ma petite cuisine qui résonnait maintenant de rires et de conversations légères, riant de nos erreurs culinaires et des souvenirs heureux d'autrefois que nous osions enfin évoquer à nouveau. À un moment, pendant que nous mangions le bœuf bourguignon que nous avions préparé ensemble, elle a levé les yeux vers moi avec une expression pensive et a dit « Tu sais ce que j'ai appris de tout ça, de cette descente aux enfers et de cette lente remontée ?» J'ai secoué la tête doucement, curieuse de sa réponse. Que le sang ne fait pas automatiquement la famille. C'est le respect quotidien, l'amour véritable démontré par des actes et non par des paroles creuses, et les choix qu'on fait chaque jour qui créent les vrais liens durables et authentiques. J'ai souri, sentant mon cœur se réchauffer d'une chaleur douce et apaisante. C'est exactement ça, tu as vraiment compris. Cette nuit-là, après son départ dans le froid d'octobre, je me suis assise près de ma fenêtre comme je le faisais souvent maintenant, regardant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles terrestres dans l'obscurité grandissante. J'ai pensé à tout le chemin parcouru depuis cette terrible soirée de novembre où j'avais été déclarée la dernière, à toutes les épreuves traversées, à toutes les décisions difficiles prises. J'avais perdu beaucoup de choses sur ce chemin tortueux. L'illusion confortable d'une famille parfaite, la naïveté de croire que l'amour maternel inconditionnel suffirait toujours à tout arranger, la sécurité confortable de l'abnégation et du sacrifice permanent. Mais j'avais gagné quelque chose d'infiniment plus précieux et durable. Ma dignité retrouvée, mon autonomie recouvrée, et le respect profond de moi-même que j'avais perdu quelque part en cours de route. La réconciliation avec Marianne n'était pas complète, et peut-être ne le serait-elle jamais totalement. Il y avait encore des moments de tension latente, des souvenirs douloureux qui remontaient à la surface sans prévenir comme des bulles amères, des doutes qui surgissaient dans les moments de vulnérabilité. Mais nous avancions ensemble, pas à pas, jour après jour, construisant quelque chose de nouveau et de plus solide sur les ruines fumantes de ce qui avait été détruit. Et c'était suffisant, plus que suffisant même, parce que j'avais appris la leçon la plus importante de ma vie, celle qui m'avait coûté le plus cher, mais qui m'avait aussi le plus libéré. Qu'aimer quelqu'un ne signifie pas se sacrifier jusqu'à disparaître complètement, que la bonté n'est pas synonyme de faiblesse ou de soumission, et que parfois, pour sauver une relation qui en vaut vraiment la peine, il faut d'abord accepter de la laisser se briser complètement avant de pouvoir la reconstruire sur des fondations saines. Le dernier souvenir marquant que je garde de cette période de transformation est une conversation profonde que j'ai eue avec Madame Rousseau lors d'une répétition théâtrale un soir de novembre, presque exactement 1 an après la phrase qui avait tout déclenché. Elle m'avait regardé avec ses yeux sages,
qui avait vu tant de vies se dérouler et m'avait dit avec cette franchise directe que je lui connaissais « Hélène, tu sais ce qui fait de toi une actrice formidable pour ce rôle exigeant de mère courage ? C'est que tu as vraiment vécu le combat pour ta propre survie et ta dignité dans ta chair et dans ton âme. Tu sais intimement ce que ça coûte de tenir bon quand tout s'effondre autour de soi, quand il serait tellement plus facile de simplement abandonner. » J'avais souri, profondément touché par ces mots généreux. « Et vous savez ce que j'ai appris moi dans tout ce processus douloureux ?» lui avais-je répondu en la regardant dans les yeux. « Que la vraie victoire n'est pas dans la vengeance satisfaite ou dans le fait d'avoir raison face aux autres. Elle est dans le choix conscient de continuer à vivre pleinement, dignement, même après avoir été brisée jusqu'au plus profond de son être. Aujourd'hui, quand je repense à tout cela, avec le recul apaisant que donne le temps, je me dis que cette phrase terrible que Marianne m'avait lancée, « Vous serez toujours la dernière », est devenue paradoxalement le point de départ inattendu de ma libération personnelle. Elle m'a forcé à me regarder vraiment pour la première fois depuis des décennies, à reconnaître que j'avais passé toute ma vie à être ce que les autres voulaient que je sois, à me mouler dans leurs attentes sans jamais me demander ce que moi je voulais vraiment. Et en choisissant courageusement de ne plus accepter cette place humiliante de dernière, en choisissant de me mettre enfin en premier pour la première fois de ma vie, j'ai ouvert la porte à une vie que je n'aurais jamais imaginée possible, une vie où je compte autant que les autres, où mes besoins sont aussi importants que ceux de ma fille. Ni toujours le sang vient en premier. Parfois, c'est le respect mutuel qui compte vraiment. Et parfois, le plus grand acte d'amour véritable qu'on puisse offrir à ceux qu'on aime, c'est d'apprendre à se respecter soi-même d'abord, à poser des limites saines, à dire non quand c'est nécessaire. Parce que c'est seulement quand on se respecte soi-même qu'on peut vraiment enseigner aux autres comment nous respecter. Vous venez d'entendre mon histoire. Pas un conte de fées, pas une fiction romanesque, mais le récit brut d'une femme qui a dû réapprendre à respirer après avoir été enterrée vivante par ceux qu'elle aimait le plus. Et je sais, je sens à travers cet écran, que certaines d'entre vous ont la gorge serrée en ce moment, parce que vous reconnaissez quelque chose dans ce que je viens de partager. Peut-être un écho lointain, peut-être un reflet trop proche de votre propre réalité. Pendant des années, j'ai cru que me taire était de la dignité, que tout accepter était de l'amour, que disparaître pour les autres était ce qu'on attendait d'une bonne mère, d'une femme respectable. Mais ce jour où Marianne m'a dit que je serais toujours la dernière, quelque chose s'est fissuré en moi. Pas mon cœur, celui-là était déjà brisé depuis longtemps. Non, c'était cette cage invisible que je m'étais construite moi-même, barre après barre, sacrifice après sacrifice. Et quand elle s'est brisée, j'ai découvert que j'avais le droit d'exister, vraiment exister. Pas seulement survivre dans l'ombre des besoins des autres. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Certains jours, le doute me visite encore comme un fantôme familier. Aurais-je dû pardonner sans condition? Aurais-je dû continuer à me sacrifier jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi? Mais d'autres jours, quand je me regarde dans le miroir et que je reconnais enfin la femme qui me fait face, je sais que j'ai choisi la seule voie possible pour moi, la voie de la dignité, même si elle était pavée de larmes et de solitude. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? C'est une question que je vous pose sans jugement, avec toute l'humilité de quelqu'un qui sait que chaque vie est unique, que chaque douleur a sa propre forme. Certaines d'entre vous ont peut-être choisi le pardon immédiat, d'autres ont peut-être fermé définitivement des portes que je garde encore entr'ouvertes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste nos choix et le poids que nous sommes prêtes à porter. Laissez-moi un commentaire si vous le voulez. Dites-moi d'où vous m'écoutez, de quelle ville, de quel pays francophone vous venez. Racontez-moi si votre cœur vous y pousse, si vous aussi, vous avez dû un jour choisir entre vous-même et ceux que vous aimiez. Avez-vous été la dernière dans votre propre famille? Avez-vous trouvé la force de dire non? Ou avez-vous choisi un autre chemin que le mien? Je lirai chaque mot que vous partagerez, parce que vos histoires comptent autant que la mienne. Parce que nous sommes toutes liées par ces batailles silencieuses que nous menons dans l'intimité de nos foyers. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé une émotion que vous pensiez endormie, abonnez-vous à cette chaîne. Pas pour moi, mais pour vous,
Parce qu'ici, nous partageons ces récits que personne d'autre ne raconte, ces vérités inconfortables sur la famille, le sacrifice, la dignité retrouvée. Ces histoires de femmes qui ont dû apprendre à se choisir après des décennies d'effacement. Nous sommes nombreuses à avoir marché sur ce fil fragile entre l'amour et l'abnégation, entre le pardon et la préservation de soi. Trop nombreuses à avoir cru que notre valeur résidait uniquement dans notre capacité à disparaître pour les autres. Mais nous sommes aussi de plus en plus nombreuses à comprendre qu'il existe une autre voie. Une voie où l'amour ne signifie pas se perdre, où la bonté ne rime pas avec sacrifice absolu. Alors parlez-moi. Parlez-vous les unes aux autres dans ces commentaires. Créons ensemble cet espace où nos voix, si longtemps étouffées, peuvent enfin résonner librement. Parce qu'au fond, nous ne sommes jamais vraiment seuls dans ces combats silencieux. Nous sommes des milliers, des millions peut-être, à avoir connu cette douleur particulière d'être relégués au dernier rang par ceux que nous avons mis en premier toute notre vie. Et ensemble, nous pouvons nous rappeler mutuellement que nous méritons mieux, que nous avons toujours mérité mieux.